Donc, dans mon précédent discours, si vous vous souvenez bien, j'évoquais, la Laponie et la Laponie, c'est, typiquement un lieu auquel on pense lorsqu'on pense grands espaces. Grands espaces, c'est une expression qu'on utilise volontiers en français. J'ai essayé de trouver, la définition de grands espaces, mais c'était un petit peu compliqué. Personnellement, si je devais définir ce qu'est un grand espace, je dirais que c'est un endroit sauvage, loin de tout, isolé, un immense espace ouvert, désert. On n'y rencontre, généralement pas âme qui vive, où pénètre la lumière, où on observe des voilà, des montagnes, l'océan, tout ce que la nature peut avoir de plus beau à nous offrir. Et l'expression grands espaces, c'est une expression qui m'a toujours un peu intriguée, parce que je pense que c'est une image qu'on a tous dans notre imaginaire collectif, mais c'est un petit peu une image d'Épinal, qui va véhiculer l'idée que si l'on va suffisamment loin, si l'on s'éloigne suffisamment de la civilisation, on va bien finir par tomber à un moment sur, un endroit, qu'on sera en mesure de revenir à une nature qui sera dans un état préservé, comme inviolé, authentique, que presque la main de l'homme n'aurait pas su atteindre. Et personnellement, je pense que c'est un leurre. Je pense qu'en 2020, si un tel endroit existe, en tout cas, il y en a très peu dans le monde. Je pense qu'on a un peu cette image d'une virginité fantasmée, de la nature, mais cela fait des millions d'années, enfin des millénaires ou des millions d'années, ça dépend où on place le curseur sur, la chaîne de l'évolution, mais cela fait des millions d'années que l'homme et ses ancêtres, parcourent cette terre, qu'ils l'habitent, qu'ils l'explorent, qu'ils l'exploitent, et qu'ils façonnent, leur territoire. En tout cas, s'il y a un lieu par excellence qui a été modelé par la main de l'homme, c'est bien la ville. Et j'en viens donc au sujet de mon discours. La ville, c'est un endroit assez intéressant parce que, a priori, on pourrait penser que, la ville, c'est juste, un lieu où on va dormir, travailler, où il y a des gratte-ciel, des rues et en fait, pas du tout. La ville, c'est un endroit qui est avant tout politique. Tellement politique que cela fait quelques années que certaines voix s'élèvent pour remettre en question le caractère, éminemment arbitraire, en tout cas c'est ce qu'avancent, les partisans de cette remise en question, le caractère éminemment arbitraire des choix qui ont été faits dans l'aménagement de la ville. Et le fait que ces choix soient arbitraires, finalement, ne devrait pas nous étonner car comme je l'ai dit, la ville est un lieu politique. La ville, c'est une construction qui est, une construction qui est à 100 humaine et donc la ville, c'est le résultat de choix politiques qui ont été faits. La ville, c'est, une volonté de célébrer, de mettre en avant certains aspects de notre histoire, certains aspects de notre société, de notre culture et peut-être de taire et de passer un petit peu sous le tapis certains aspects un peu, plus dérangeants. Cela vous évoquera peut-être dans le contexte actuel, le mouvement de protestation des Black Lives Matter et si vous avez suivi, vous avez peut-être vu qu'à Bristol, par exemple, certains manifestants, sont allés jusqu'à déboulonner la statue, d'un homme qui avait participé à la traite des esclaves et donc qui trônait en plein milieu de la ville car il leur était absolument insupportable que cet homme figure dans l'espace public. Donc, comme je l'ai dit, les choix urbains reflètent une certaine, volonté politique, montrent la relation qu'un pays va avoir, avec son histoire et cette réflexion est également intéressante car elle s'inscrit dans un mouvement plus large, des mouvements militants récemment, mouvements militants qui cherchent non seulement à remédier à la cause d'inégalités, mais également à changer les conséquences de ces inégalités. Vous me direz: «Changer la ville, ce n'est pas une priorité à l'ordre du jour». Mais la ville est ce qu'elle est. Si on accepte que la ville reflète effectivement des inégalités hommes-femmes, la ville est ce qu'elle est parce qu'elle reflète une certaine société. Et aujourd'hui, les mouvements militants antiracistes et pro-féministes vont chercher donc à changer la société en profondeur, mais également à changer les manifestations de ce racisme ou de cette misogynie. Et donc ça passe, comme vous l'aurez compris, par la ville. Donc certains, leur diront peut-être qu'ils cherchent à mettre la charrue avant les bœufs, mais moi je pense que l'on peut comprendre l'impatience des premiers concernés. Lorsque l'on sait par exemple qu'en France, au rythme où vont les choses, actuellement, il faudra attendre 70 ans pour que l'on atteigne la pleine égalité salariale entre les hommes et les femmes
à poste égal et à temps de travail égal, je pense que l'on peut comprendre une certaine volonté d'accélérer les choses. Donc l'espace public finalement, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes nos rues, tous nos bâtiments dans la ville, nos infrastructures de services publics, de transport et l'espace public, de plus en plus, devient un lieu d'expression d'une certaine volonté de changement. Je pense que l'on peut ranger ces modes d'expression militants qui s'expriment au sein de la ville en 3 grandes catégories, excusez-moi. Il y a, une volonté de visibilisation, de sensibilisation et de réaménagement de la ville. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de traiter les 3, mais je vais essayer. En ce qui concerne la féminisation de la ville, la mise en avant des femmes, la visibilisation des femmes, on peut s'arrêter sur l'exemple de 3 villes que j'ai choisies, parce que ce sont des villes que vous connaissez, je pense aussi. J'ai pris l'exemple de Bruxelles, j'ai pris l'exemple de Paris et l'exemple de Genève. Donc quelques chiffres donc pour mesurer à quel point il y a un déficit de représentation des femmes au sein de ces villes. Par exemple, déjà à l'échelle de la France, seuls 2 des rues françaises portent le nom d'une femme. À Paris, en 2001, seuls 6 des rues portaient le nom d'une femme et l'année dernière, en 2019, ce chiffre avait été porté à 12. Dans le métro parisien, on dénombre 302 stations. C'est l'un des réseaux de transport le plus dense du monde. Sur ces 302 stations, 150 portent le nom d'une personnalité et sur ces 150, seules 5 stations portent le nom d'une femme. Cela signifie que seul 1,6% de l'ensemble des stations du réseau de métro parisien portent le nom d'une femme. À Bruxelles, pareil, sur toutes les voiries qui portent le nom d'une personnalité, 85% des noms sont masculins, 15% sont féminins. Et à Genève, seuls 7% des rues portent le nom d'une femme. J'aimerais m'arrêter quelques minutes sur l'exemple genevois parce que je pense qu'il est tout particulièrement intéressant. Au cours de mes recherches, Genève est le seul endroit où un changement de dénomination de la rue a été voté par les autorités publiques. Dans les autres exemples que j'ai trouvés, la ville accepte de féminiser le nom de ses rues, mais elle le fait pour des rues à venir, pour des équipements à venir ou des stations à venir. Elle refuse de débaptiser des rues existantes, peut-être pour le symbole politique ou pour toutes les procédures administratives que cela pourrait impliquer. Et en fait, lorsqu'on connaît un petit peu la ville de Genève, c'est finalement pas si étonnant que ça parce qu'il y a des perspectives de développement de la ville extrêmement limitées. Le canton de Genève est déjà terriblement encaissé dans un tout petit espace. Donc finalement, réflexion faite, ce n'est pas si étonnant que ça, que Genève, elle, soit allée jusqu'à carrément changer le nom de ces rues. Mais lorsqu'on revient au fait que la plupart des villes acceptent certes de féminiser le nom de leur rue, mais pour de nouvelles rues, cela pose aussi problème, car cela signifie que les noms de rues qu'on va trouver et qui porteront le nom d'une femme seront en périphérie. Elles ne toucheront jamais le centre historique de la ville. Donc, quelque part, si l'on cherche la petite bête, cela revient à dire qu'une fois de plus, les femmes certes existent, mais elles sont encore reléguées au second plan. Elles sont en marge, en périphérie, pas au centre. Et surtout, si on fait un peu mauvais esprit et qu'on part du principe que la féminisation des noms des rues est un objectif politique, sur le papier, on peut dire: «Oui, voilà, on a féminisé nos rues à hauteur de, je ne sais pas, 30 mais en pratique, il y aura toujours un déficit de représentation, des femmes dans le quartier historique, finalement, dans les grandes artères, là où ça compte. Mais l'espace public est aussi un lieu de sensibilisation à la cause féministe. Il y a, par exemple, dans l'espace public, ce que l'on met. Si vous avez regardé les mots-clés, vous aurez vu que j'ai mentionné, par exemple, le phénomène des colleuses. Ce sont des femmes qui vont coller des messages qui sont généralement des slogans, qui sont très percutants, qui ont vraiment pour objectif d'interpeller le passant, et elles dénoncent des violences faites aux femmes, quelle que soit leur nature, qui vont du harcèlement de rue aux violences conjugales, par exemple. Dans l'espace public, il y a également ce que l'on ne met pas. Par exemple, en 2016, à Londres, le maire Sadiq Khan a mis à exécution une promesse de campagne qui était qu'il allait interdire l'affichage de publicité dans le métro londonien qui mettait en avant des corps de femmes qui finalement représentaient une injonction faite aux femmes à se conformer à un idéal de beauté jugé comme étant irréaliste.
Mais l'espace public, c'est également ce dont on discute. Par exemple, en France, il y a le compte Twitter bien connu qui s'appelle Pépites sexistes, qui recense, toutes ces publicités que l'on voit à longueur de journée, qui nous vendent, tout et n'importe quoi, du pot de yaourt en passant par la tondeuse, en mettant en avant des corps de femmes absolument dénudés, pour des raisons absolument, loufoques. Je vais faire vite parce que je voudrais pas que ce discours soit trop long. Comme je l'ai évoqué, il y a également la priorité qui est de réaménager la ville. Il y a un phénomène d'insécurité dont souffrent les femmes et il s'agit de concevoir et d'aménager pour les femmes des espaces publics sûrs pour lutter contre ce sentiment, d'insécurité. Donc cela peut passer par plus d'éclairage la nuit, plus de visibilité, une meilleure proximité des services d'urgence ou une meilleure accessibilité, des transports en commun. Il faut savoir que même dans un pays tel que la Suisse, en 2019, une enquête d'Amnesty International a mis en avant le fait que les violences sexuelles, comme par exemple les faits de harcèlement sexuel, avaient de façon prédominante lieu dans l'espace public. 56% des faits de harcèlement sexuel rapportés avaient eu lieu dans la rue et 46% au sein des transports publics. Il s'agit donc de repenser la ville pour permettre aux femmes de vraiment profiter de la ville comme les hommes, de faire diminuer leur sentiment d'insécurité qui est extrêmement important. Et au-delà des campagnes de prévention contre le harcèlement de rue, contre tout ce que vous voulez, il s'agit de permettre aux femmes de réinvestir la ville et de les inciter à ne pas éviter, par exemple, certains lieux à certaines heures de la journée, par exemple. Donc, je vais conclure. Malheureusement, j'ai même pas eu le temps de dire tout ce que je voulais dire parce que c'est vraiment un sujet que je trouve, très intéressant parce que finalement, on sort tous, quotidiennement dans la rue. En tout cas, on le faisait, avant, le confinement et j'espère qu'on le refera bientôt et c'est fascinant de voir à quel point cet espace qui nous entoure n'est pas du tout un espace neutre. C'est un lieu, comme je l'ai dit, qui a été façonné par des choix qui sont de nature politique, qui reflètent notre rapport à notre propre culture, notre propre histoire. C'est un lieu d'expression, de militantisme, c'est un lieu d'expression, d'une certaine volonté politique et surtout, l'espace public, la ville est un lieu qui va évoluer au fil du temps. C'est, véritablement le théâtre des tensions qui sont à l'œuvre, au sein de la société et voilà, en tout cas, je trouve ça vraiment fascinant et j'espère que, la prochaine fois que vous aurez l'occasion de vous promener un petit peu dans la ville, vous ferez attention au nom des rues qui vous entourent et avec un peu de chance, peut-être que vous arriverez à trouver le nom d'une femme, au moins une. Je vous remercie de votre attention.